Bonjour, bienvenue sur Acteurs Publics TV en direct du lieu de la transfo publique. Nous sommes ensemble toute la semaine, vous le savez, pour le mois de l'innovation publique et nous allons parler cet après-midi de transition écologique, voir comment l'innovation publique peut être un levier d'accélération, doit être même un levier d'accélération compte tenu des enjeux qu'on connaît tous. Alors on va explorer deux volets très concrets cet après-midi, très portés sur les usages. Ça sera le leitmotiv de l'après-midi, les usages. Alors jusqu'à 16 h dans un instant, donc, comment mieux prendre en compte les usages pour réduire l'impact énergétique des bâtiments. Ensuite, à 16h10, comment mobiliser les collectifs et les individus en faveur de la transition écologique. On reviendra sur les enseignements des sciences comportementales. Et puis, rendez-vous pour la conclusion vers 17h15 avec Thomas Cotinet, le responsable d'Ecolab, le laboratoire d'innovation du ministère de la Transition écologique. Ariane Epstein, bonjour. Prenez votre micro. Bonjour Ariane. Bonjour à tous. Bonjour Bruno. Alors, vous êtes directrice de projet design, donc de service à la DITP. Mais je vous laisse présenter tout d'abord nos invités de cette première séquence sur l'indispensable prise en compte des usages pour réduire l'impact énergétique des bâtiments. Merci Bruno, merci aux intervenants d'avoir accepté notre invitation à témoigner aujourd'hui sur ces questions d'innovation publique au service de la sobriété énergétique. Donc, je vais vous présenter Nicolas Blondel, à la direction de l'immobilier de l'État, qui est chargé de mission auprès du directeur, qui pourra nous raconter des démarches et expériences inspirantes dans les méthodes, sur les transformations d'usage dans l'immobilier public. Bonjour Ariane. Johan Thomas, qui est au service bâtiment et rénovation énergétique de l'ADEME, plus spécifiquement en charge de l'approche innovation sociale, et qui va nous présenter les experts réno, un dispositif expérimental conçu par des designers de services et des sociologues pour améliorer l'impact du service qui accompagne la rénovation énergétique des logements. Bonjour, merci de l'invitation. Merci. Et enfin, je vous présente Jason Saniez. Il est chef de projet administration publique au sein du Shift Project. Il va nous présenter des éléments issus du rapport Décarboner l'administration publique, notamment, et qui permettent de bien comprendre et calibrer les enjeux auxquels font face l'administration, les services publics sur ces questions de sobriété énergétique pour les bâtiments publics et puis un peu au-delà aussi, avec des ordres de grandeur et ce qui va avec. Voilà, donc merci à tous les trois. Merci à tous les trois, merci Ariane. Alors l'heure est à la mobilisation en matière d'administration éco-responsable, même si les pouvoirs publics ne se sont pas réveillés hier. Je rappelle que c'est début 2020, juste avant le Covid, que le plan service public éco-responsable a été initié. Un premier bilan, un premier comité de suivi s'est réuni d'ailleurs la semaine dernière, et on partez pas non plus d'une feuille blanche, même si les choses accélèrent. Alors les administrations, les opérateurs déploient des méthodes innovantes, mais ce qui compte, et on va insister là-dessus cet après-midi, c'est de partir des usages, notamment lorsqu'on parle de bâtiments publics. Tout à fait. Alors Ryan, les enjeux de ce débat de cet après-midi. On vous écoute. Oui, tout à fait. Merci. Effectivement, on va parler de comment prendre en compte les usages, prendre en compte le facteur humain dans ces questions d'améliorer l'impact énergétique des bâtiments, qui peut sembler au premier abord très technique comme question. Donc on va prendre cet angle d'attaque qui nous semble important. Et alors aujourd'hui, c'est vraiment une question brûlante d'actualité. Elle s'inscrit c'est un sujet qui est prioritaire pour les ministères de la transformation et de la fonction publique, pour le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et justement, on vient de sortir très récemment la circulaire sur le plan de sobriété énergétique de l'État. Je laisserai un peu plus tard Nicolas vous en dire davantage. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de penser que la priorité pour tous ces ministères, pour le gouvernement, c'est d'être exemplaire en termes de sobriété énergétique au sein de l'administration, mais aussi dans le bâtiment public et aussi dans les logements. Donc maintenant, si on prend un petit peu les questions de pourquoi parler d'usage, etc., je vais commencer par vous parler d'une notion qu'on connaît, je pense, tous aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est que vous en avez un peu entendu parler, la notion d'effet rebond. L'effet rebond qui consiste à finalement cet effet par lequel des économies d'énergie prévues par l'utilisation de technologies sont en fait compensées par des adaptations de la société, des adaptations du comportement de l'humain qui fait en fait l'effet inverse. Et pourquoi je vous parle de cet effet, c'est que finalement, si on prend un exemple
concret qui est un peu plus relatif à notre sujet. Si on prend par exemple l'idée d'un espace de bureau, un espace ouvert où plein de gens travaillent ensemble, et on se dit, bon, on va essayer d'économiser, peut-être en baissant par exemple la température de quelques degrés. Mais alors, admettons que la température soit baissée, soit sans avoir discuté un petit peu avec tout le monde, sans avoir sans avoir prévenu, sans avoir expliqué, ou alors parce qu'un thermostat mal réglé, tout simplement, a créé cette situation. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu quelque chose que tout le monde connaît un peu. On voit fleurir des chauffages individuels qu'on a ramenés de chez soi, qu'on a branchés sous le bureau. En plus du pull. Et puis, ça va être souvent des vieux grille-pains qui consomment encore plus. On est là-dedans. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on récolte l'effet exactement inverse de l'effet escompté, une hausse de la consommation d'énergie qu'on avait justement voulu économiser. Donc là, c'est vraiment un peu l'exemple basique qui montre que si on n'a pas bien pris en compte, que ce soit volontaire ou involontaire, l'humain, on peut aller dans le mauvais sens. Et ici, à la DITP, en tant qu'innovateur public, en tant que designer de services publics que je suis, on croit beaucoup au fait que l'immersion sur le terrain, une analyse et une prise en compte très fine des usages, des besoins, des attentes, du vécu, de l'expérience de chaque usager compte pour finalement alimenter alimenter donc la conception, la réflexion, la transformation et éviter ces effets-là dont on vient de parler. Et bien sûr, ces expérimentations, ces évaluations permettent de cibler que les intentions de transformation, les aides et les services atteignent réellement leurs utilisateurs. Et je finirai par dire que si l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments requiert des moyens importants, des moyens techniques, c'est des écosystèmes complexes qu'il faut analyser, c'est des moyens financiers à mettre aussi, et ça je laisserai aussi nos invités donner des chiffres et plus concrets, je vais juste parler très macro. Si ces leviers techniques et financiers sont indispensables à maîtriser et à mobiliser, il convient de les utiliser et les mobiliser simultanément avec des leviers et des méthodes qui permettent de prendre en compte l'humain. Et voilà, c'est vraiment de ça dont on va parler, parce que les méthodes d'intelligence collective, de co-conception, de co-construction, avec et pour les usagers des bâtiments et des logements, permettent de rendre la transformation adaptée, appropriable et non pas subie. Donc c'est bien de l'innovation d'usage dont on parle, de l'innovation sociale dont il s'agit, parce que chaque mètre carré public, chaque mètre carré chauffé ou rafraîchi d'ailleurs, compte. Et cette mutation de mode de faire, ces méthodes pour co-construire l'action publique avec et pour tous les agents et tous les usagers, on ne le dira jamais assez, donc j'en suis à 3 ou 4, je vais continuer. On va le répéter tout après-midi, ouais. Donc cette mutation, cette transformation, cette démarche, si elle est encore innovante aujourd'hui, deviendra, en tout cas je l'espère vraiment, la norme de demain. Et c'est pour ça qu'on est là. Merci Ariane Epstein. Alors avant d'entamer un tour de table, un mot quand même, vous pouvez, vous qui êtes en présentiel nombreux cet après-midi ici au lieu de la Transfo publique, on pourrait poser des questions tout à l'heure. Et puis ceux qui nous suivent sur Livestorm, sur la plateforme interactive Livestorm, peuvent aussi poser des questions. C'est cette tablette que j'ai devant moi et je peux donc relayer les questions ou les réflexions que vous pourrez nous faire. Alors, premier tour de table donc avec vous. D'abord, Jason Sagnier de Shift Project a rendu l'an dernier, Ariane le rappelait il y a un instant, un rapport, décarboner l'action publique. Le volet bâtiment, on voit dans le rapport, bâtiment et foncier est un volet important quand même du rapport, puisque c'est un poste d'émission majeur compte tenu de l'étendue du parc public. Oui, alors merci à tous, bonjour. Oui, donc effectivement, on a... De façon générale, dans le plan de transformation de l'économie française, traiter le bâtiment dans deux volets principaux. Le premier, c'est toute la partie résidentielle qui fait l'objet d'un rapport spécifique sur le logement. Et toute la partie tertiaire est traitée spécifiquement dans chacun des sous-secteurs comme celui de l'administration publique. Dans le rapport plan de transformation sur l'administration publique, on a réussi à évaluer d'une part la consommation énergétique liée à l'exploitation des bâtiments de l'ensemble des administrations, donc administration d'État, administration territoriale et hospitalière, avec un chiffre d'environ 49 TWh, un chiffre qui est à peu près stable, dans lequel on insiste sur des
une partie des gains d'efficacité énergétique ou de rénovation qui peuvent être compensés par une augmentation des usages, et donc on en reparlera tout à l'heure, notamment les usages numériques. Pour l'État spécifiquement, ce qu'on a vu au moment de la publication du plan de sobriété, ou de l'annonce du plan de sobriété, c'était que pour l'administration d'État, on était à peu près à 13 TWh pour les consommations énergétiques des bâtiments. Nous, en utilisant le mix énergétique et les facteurs d'émission qui sont liés au mix énergétique français, on a évalué à environ 7,4 millions de tonnes équivalent CO2 les émissions de gaz à effet de serre liées à ces consommations énergétiques. Ce qui est important de souligner, c'est que ces émissions-là et ces consommations énergétiques ne couvrent pas l'intégralité des consommations énergétiques des bâtiments. Ceci parce que on a eu beaucoup de mal à avoir des données sur les autres aspects qui sont liés au bâtiment, si on prend l'ensemble de son cycle de vie, qui porte sur la construction, sur la rénovation et sur la fin de vie des bâtiments. Et également, si on prend une approche scope 3, émissions indirectes, également prendre en compte les émissions et les consommations énergétiques qui sont liées aux mobilités pour se déplacer et utiliser le bâtiment. Donc ça fait déjà quand même trois angles sous lesquels il faut bien regarder les usages, à la fois dans la façon dont les usages participent à ces consommations énergétiques et dans quelle mesure on peut modifier ces usages pour modifier les consommations énergétiques. Ensuite, donc, quand on a fait quand on a identifié et cartographié les leviers pour réduire ces consommations énergétiques et donc ces émissions de gaz à effet de serre, on a utilisé l'approche qui est aussi utilisée dans le cadre du rapport du GIEC, qui est l'approche Avoid, Shift, Improve, donc éviter, changer et améliorer, pour lister les différents leviers sur ces trois axes qu'on a vu précédemment. Donc tout ce qui va être évité va porter sur les consommations énergétiques liées à l'exploitation, sur les mesures simples de sobriété et les mesures de sobriété et les mesures simples d'efficacité énergétique. Sur tout ce qui est patrimoine bâti et construction, ça va être l'optimisation de la taille du patrimoine bâti et les réflexions sur le juste besoin en termes de construction et d'utilisation de bâtiments. Tout ce qui va être tous les leviers qui vont porter sur changer, ça va être d'une part le remplacement à court terme de tous les systèmes de chauffage les plus émissifs, donc principalement fuel gaz, par des systèmes plutôt électriques. Et sur la partie bâti en tant que telle, c'est toute la planification de la rénovation complète et performante des bâtiments. Et on insiste sur le côté complète et performante pour optimiser et maximiser les gains d'efficacité énergétique qui seraient permis. Enfin, sur la partie améliorée, on va avoir tout ce qui est solution de système de pilotage des systèmes énergétiques et donc de la consommation à la fois liée au chauffage et liée aux utilisations des luminaires. Et encore une fois, sur le volet plutôt construction, tout ce qui est utilisation des critères carbone dans les marchés publics, à la fois pour la construction et la rénovation. Donc on voit déjà qu'on a finalement une matrice entre différents types de leviers sur différents axes de l'utilisation et des consommations énergétiques des bâtiments. J'ai essayé de quantifier aujourd'hui en venant ici quels étaient les gains qui seraient permis par la prise en compte des usages dans la réduction des émissions de CO2. Donc ce que nous on a identifié, c'est que on pouvait avoir une réduction d'environ un tiers des consommations énergétiques qui serait liée à ce qu'on a dit au début, les mesures de sobriété et d'efficacité simple. Donc ça participe à environ 25% des gains en termes de gaz à effet de serre si on ne prend pas en compte c'est-à-dire si on prend en compte du coup les autres leviers qui permettent des réductions de gaz à effet de serre, qui sont les remplacements des systèmes de chauffage ou encore les systèmes de pilotage d'efficacité énergétique plus complexes. Donc ça représente un tiers des consommations en absolu, 25% des émissions de gaz à effet de serre. Ça représente donc en termes de chiffres à peu près 10 TWh et une fourchette entre 1,4 et 1,9 million de tonnes équivalent CO2. Ce chiffre correspond finalement à un minorant,
puisque ce qui est important de comprendre, c'est que la prise en compte des usages va avoir un impact pas uniquement sur les leviers de sobriété, mais également sur l'utilisation des systèmes de chauffage et également les systèmes de pilotage des consommations énergétiques. Donc en fait, on peut, je pense, rajouter environ 25%, donc une fourchette entre 1,4 et 2,5 millions de tonnes équivalent CO2 qui serait permis par la prise en compte de ces usages. Le point important, c'est qu'effectivement, bon, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, c'est qu'évidemment, ça doit se faire dans la concertation et dans un dialogue et une discussion forte avec les différentes parties prenantes et les agents qui sont les premiers usagers, en tout cas, des bâtiments. Et le deuxième point par rapport aux chiffres que j'ai sortis, c'est que ce chiffre porte sur un objectif, une estimation à horizon 2050, donc avec des réductions qui seraient dans le temps entre maintenant et 2050. Néanmoins, quand on parle d'usage et quand on parle des leviers de sobriété, on est sur des leviers d'action qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moins techniques et qui peuvent être abordés dès maintenant. Et donc le point à souligner, c'est qu'évidemment le plan de sobriété qui sort aujourd'hui est évidemment une opportunité pour justement intégrer ces usages. En tout cas, la prise en compte des usages doit justement être faite dans ce cadre de ce plan de sobriété à double raison. D'une part parce que ça peut permettre d'améliorer et d'aller plus loin dans les gains en termes de consommation énergétique, et d'autre part surtout éviter que ce plan de sobriété ne se fasse dans l'inconfort et sans avoir justement pris en compte ce qui était possible de faire en termes d'usage. Merci Jason Sagné pour ces enjeux et ces chiffres aussi que vous nous avez donnés. Nicolas Blondel, je me tourne vers vous à présent, donc la direction d'immobilier de l'État. L'action de l'ADIE porte sur l'accélération des investissements sur le bâti. En gros, c'est la rénovation en partie, mais aussi sur une montée, on en parle là cet après-midi, la montée en puissance des réflexions sur l'usage du bâtiment et son exploitation. Alors, le directeur d'immobilier de l'État a donné tout récemment une interview à Acteurs Publics, qu'on a publié il y a 2-3 semaines, que vous pouvez retrouver sur notre site, et on expliquait que c'était 40% des économies d'énergie, les usages, seulement les usages. Donc on voit bien les enjeux sont très importants sur les usages. Oui, effectivement, on estime que sur les économies d'énergie qu'on doit faire à moyen et long terme, c'est 60% sur l'investissement et 40% sur l'exploitation, maintenance et les usages, sans forcément distinguer les usages, ce qui est à l'intérieur. Tout ça s'inscrit dans le plan de sobriété énergétique de l'État et la circulaire qu'évoquait Jason, qui est sortie la semaine dernière, adressée par les ministères de la transformation publique, de la transition énergétique et de la transition écologique aux préfets et aux secrétaires généraux des ministères, pour mettre en œuvre au sein de l'État, d'une façon exemplaire, en tout cas voulant mettre en œuvre un État exemplaire, ce plan de sobriété qui vise à sécuriser les réseaux énergétiques et puis plus fondamentalement à réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et du coup, cette circulaire, elle traduit à travers 20 mesures, elle demande de mettre en œuvre 20 mesures pour mettre en œuvre ce plan de sobriété et atteindre ces objectifs, parmi lesquels on va avoir des mesures qui sont de l'ordre de l'investissement, puisqu'il y a, à la suite des investissements qu'on a pu mettre en œuvre dans le cadre du plan de relance, les 2,7 milliards qui ont été refinancés par l'Union européenne, et puis les 50 millions de plans de résilience qu'on avait lancés au mois d'avril, il y a un complément de 150 millions d'un appel à projet qui est actuellement lancé pour rénover les bâtiments publics de l'État, qui est confirmé dans cette circulaire. Mais on a également au sein des équipes un renfort sur les coordinateurs énergie au sein des ministères, au sein des régions, pour identifier à partir des données, notamment les bâtiments les plus énergivores sur lesquels il faut focaliser les interventions. Et également aussi sur la partie donc usage, exploitation, maintenance et usage, on va retrouver dans la circulaire la mise en place d'une task force qui sera coordonnée par l'Agile, qui est l'agence de l'immobilier de l'État, qui est
rattaché à la DIE, avec qui vise en fait à apporter un soutien aux exploitants, aux gestionnaires de sites, pour optimiser et régler des systèmes qui sont de plus en plus complexes à maintenir et à optimiser. Et puis des sujets qui sont là complètement liés à l'usage, comme l'application de 19 degrés dans les bâtiments tertiaires, avec même la demande d'expérimenter 18 degrés, les journées éco-être rouges, et puis toute une campagne interministérielle de sensibilisation des agents de la fonction publique d'État pour que tout ça ne se fasse pas sans être accompagné et embarquer les utilisateurs, les usagers. Pour éviter qu'ils viennent avec leur chauffage, quoi. Tout à fait, pour éviter l'effet rebond qu'évoquait Ariane tout à l'heure. Merci Nicolas Blondel. On refera un tour de table après, évidemment, on a encore le temps. Hein. Joanne Thomas de l'ADEME. Donc, l'ADEME a lancé il y a quelques années donc, un appel à expérimenter pour accélérer la rénovation. C'est les experts réno. Hein, on va en parler là. On est dans la saison 2, je crois, parce que c'est comme les bonnes séries, il y a plusieurs saisons. La première, c'était qu'en 2018, 2017 ? Oui, un peu plus tard, même 2019. 2019, et donc saison 2. Donc, et là, ça illustre aussi la démarche du aller vers, en fait. Hein, et on parle évidemment, encore une fois, des usages. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus précisément, nous donner ces exemples-là qui sont très, très frappants et pour le coup très concrets ? Oui. Merci Bruno. Et effectivement, c'est très concret et je veux juste revenir sur un mot. Tu le présentes comme ça, c'est un appel à expérimenter. D'habitude, on fait des appels à projets, des appels à recherche. Exactement. Là, on est vraiment sur le mot a été choisi. Expérimenté qui s'adresse aussi bien au public, au privé évidemment, hein, puisque oui. l'ADEME, voilà. Alors mais là, là, on parle du public. Ouais. On parle du public. En fait, on parle d'une politique publique d'aide à la rénovation. Exactement. On ne s'intéresse pas, comme les deux précédents, mais avec Jason et Bruno. On n'est pas sur les bâtiments administratifs, les bâtiments de l'État, etc., mais on est est sur la politique publique de la rénovation. Exactement. Mais on est bien dans le thème. Ariane, tu le présentais, cet effet rebond. Ouais. Et cet appel à expérimenter. Le design d'usage aussi. C'est vraiment une démarche assez humble de changer un peu les choses. C'est le terrain qui remonte beaucoup d'informations. On l'a vu, c'est évident qu'on a beau avoir un bâtiment magnifique, si on ne sait pas l'utiliser, eh ben on n'est pas dans les clous, quoi. Donc les experts réno saison 1 et saison 2 ont accompagné, donc c'est l'ADEME et le plan bâtiment durable, une vingtaine de projets, essentiellement des conseillers qu'on appelle aujourd'hui France Rénov, qui étaient faire à l'époque du premier expert réno de la saison 1, et en leur demandant c'est quoi qui empêche aujourd'hui vos tâches quotidiennes pour aller vraiment aider les gens à passer le cap de la rénovation de leur bâtiment. Donc on a plein d'exemples, hein, je ne peux pas prendre la parole sur tout, mais c'est vrai que notamment un qui me vient en tête, on en a discuté ensemble, le pop-up réno, c'est des conseillers France Rénov ou FAIR qui allaient dans les grandes surfaces de bâtiments. Alors, je ne vais pas tous les citer, j'aurais des problèmes avec la concurrence, mais l'idée c'est ça, on voit l'illustration derrière, avec un stand qui arrêtait les gens en disant « ceci n'est pas un café ». Et, bon, sur le thème de Magritte, on le voit un peu l'image. Ouais, ouais. Et l'idée, c'était d'arrêter les gens et commencer à discuter avec eux. En fait, le prix du café, bon, il y a des documents, on pourra les faire passer, c'est à disposition. Mais l'idée, c'était de dire, une maison isolée, bien isolée, vous pouvez la chauffer pour le prix d'un café par jour. Ça lance la discussion et idéalement, le conseiller après prend contact. Les personnes faisaient leurs courses, hein, on ne les arrêtait pas pour lancer un débat ou un projet. Mais ça fait changer la vision de la personne. Ça démarre le dialogue et ça permet de parler de choses concrètes, quoi. Exactement. On est sur un chiffre qui parle, en fait, un chiffre de 1,50. C'est ça. Et la démarche initiale, c'est les conseillers qui disaient, en fait, il faut aller là où les gens font les travaux. C'est tout bête, quelque part. Mais quand on l'imagine de loin, c'est l'expérimentation qui peut nous remonter ce type d'expérience et ce type d'action positive. Quoi dire ? Tout à l'heure, tu m'as demandé est-ce que c'est toujours 1,50 € le prix pour chauffer un appartement. C'est intéressant aussi sur la table ronde qu'on est en train de faire. La discussion, c'est que nous, à l'ADEME, on a toujours un peu de mal à dire un chiffre précis.
Voilà, le prix de l'énergie, il change tout le temps. Là, ça dépend de la région, ça dépend. Tu le vois bien dans les bâtiments publics. Par contre, c'est pas du tout dérangeant d'accrocher une personne en disant ce chiffre précis. Nous, on discuterait, on dirait où vous habitez, comment est votre logement, et on va peut-être perdre la personne quand elle vient dans son bâtiment, dans son magasin faire ses courses. Et là, la démarche est complètement différente. C'est une démarche commerciale, presque, sans dénigrer la démarche commerciale. J'ai d'autres exemples après. Hein, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, le design centré usager, il est vraiment là. Partir du terrain, remonter les expériences et voir avec les conseillers, aussi bien publics que privés, comment on peut aller vers le déclenchement du fer. Alors le aller vers, Ariane Epstein, comment on l'organise concrètement quand il s'agit des agents, par exemple, lorsqu'on veut justement expliquer ces démarches sur les usages, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour cela? Comment on organise ça? S'il y a des administrations, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont concernés, qui se disent oui, d'accord, on va effectivement parler du 19 degrés, peut-être du 18 dans les périodes très très tendues. Comment on explique ça? Comment on s'y prend? Quels conseils on peut donner à ceux qui nous regardent pour leur propre organisme, administration, collectivité ou autre? Oui, tout à fait. Alors, je tiens à dire d'abord, un peu en réponse à cette question, et aussi ce qu'avait mentionné Jason tout à l'heure en parlant des agents. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a énormément d'agents publics qui sont très très conscients des enjeux, surtout des enjeux qui sont très volontaires, mobilisables. Essaimés qui sont partout sur le territoire. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un mouvement, il y a une dynamique qui s'initie, qui se crée pour capitaliser sur ces volontés et ces agents éparpillés, et pour en faire un vrai champ d'action. Donc ça, c'est important, parce qu'on passe de s'appuyer sur des volontés individuelles à structurer un mode d'action, un mode de faire qui peut se partager, être valorisé. La prise de conscience actuelle sur ces enjeux-là contribue à ça. Exactement. Donc ça, c'est le point important. Et notamment, je tiens à le dire parce que on a récemment porté avec le CGDD un appel à défi pour une action publique éco-responsable et innovante, donc qui était un peu comment bien prendre en compte les usages verts à un service éco-responsable. Et on a eu énormément de retours, donc d'administrations extrêmement impliqués, extrêmement volontaires pour faire ces projets. Et la réponse, finalement, les projets qui vont être accompagnés, et je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est vraiment ceux qui, effectivement, vont expérimenter. Et donc, pour répondre, par exemple, à la question de l'application des 18 ou 19 degrés, c'est vrai que la campagne de sensibilisation, c'est quelque chose c'est la base, et c'est très large et c'est important, mais c'est vrai que finement, la manière dont on va le faire, c'est fondamental. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir de dire on va envoyer un mail à tout le monde à un moment où on est en congé. Enfin, voilà, ça serait la version d'avant. La version d'aujourd'hui, c'est pas ça. On va aller vers des expérimentations. On va appuyer des expérimentations locales qui testent des choses à droite, à gauche, sur le territoire, dans les administrations, sur ces choses-là. Et nous, notre rôle à la DETP, c'est évidemment de valoriser, communiquer, partager ce qui se passe sur le territoire. Et donc là, par exemple, un des lauréats de cet appel à défi, qui est notamment une cité administrative en Indre-et-Loire, qui cherche à être absolument exemplaire et résiliente en matière de sobriété énergétique, est aussi absolument innovante dans la méthode employée de concertation, de manière d'embarquer tout le monde dans chaque décision, dans chaque usage, dans chaque utilisation de la cité administrative, dans son emploi, en même temps que dans sa rénovation, qui est l'enjeu initial du projet. Donc voilà, là c'est un exemple, mais c'est pour dire que voilà, il n'y a pas une manière, en fait, c'est là où je vais répondre peut-être, c'est pas beauté en touche, c'est de dire justement qu'il n'y a pas une manière et une façon absolument générale de faire partout, pour tout le monde, la même chose. Mais par contre, c'est chaque action qui a été faite, qui a été testée et dont on a des retours positifs ou négatifs, les partager pour essaimer, capitaliser et diffuser pour qu'ensuite on puisse propager et
diffuser et le faire ensuite partout, puisque les enjeux sont là et qu'on sera ensuite au même résultat, avec des méthodes peut-être différentes selon les endroits. Nicolas Blondel, oui, vous souhaitiez rajouter un mot, j'allais vous interroger sur ça, mais allez-y. Peut-être oui, pour rebondir sur ce que disait Ariane, nous, à l'ADIE, on croit beaucoup aussi au challenge d'économie d'énergie. Il y avait les concours Cube qui avaient été lancés. Alors Cube, c'est un acronyme, hein, ça veut dire, je ne sais plus. Je sèche. Je sèche aussi, voilà, je l'avais noté, mais voilà, je l'avais. Mais qui visait en fait à... On va expliquer ce que c'est. Au sein au sein d'un service, de mobiliser l'ensemble des agents d'une équipe pour mettre en œuvre des éco-gestes pour réduire les consommations d'énergie et avec un challenge au service qui était le plus efficace sur ce thème-là. Et dans la circulaire que j'ai citée tout à l'heure, parmi les mesures, il y a aussi la volonté de pouvoir lancer ce type de challenge au sein de l'interadministration. Cube était plus large et on pense que ça peut être un bon moyen de mobiliser que les bonnes volontés embarquent les autres sur ces bons gestes. Tout à fait. L'émulation autour des bons gestes, oui. Allez-y. Juste pour compléter, donc le chiffre projet. Oui, et juste pour aller dans votre sens, dans le prolongement de la publication du rapport sur l'administration publique, on a lancé un appel des agents publics à décarboner l'administration publique. Donc on a fait une tribune, on a recueilli à peu près 5000 signatures d'agents et de soutien de citoyens qui justement en fait signifient qu'ils étaient prêts à s'engager dans cette transition à l'intérieur de leur organisation, qu'ils demandaient à l'État et donc aussi aux administrations générales d'accélérer sur ces leviers-là. Ça, c'était avant la publication du plan de sobriété, c'était avant les sujets de sobriété. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'effectivement, je pense qu'on sous-estime le nombre d'agents prêts à s'engager parce qu'il y a cet enjeu d'exemplarité qui finalement quand même compte dans le sujet et dans la mission qui est confiée aussi aux agents, et aussi parce que évidemment dans l'actualité qui nous touche au-delà des administrations, appliquer la transition bas carbone ou transition énergétique au sein de son organisation, c'est un projet qui fait sens. Et donc c'est aussi un moyen de créer de la cohésion au sein des organisations. Et juste de dire, c'est peut-être une évidence, mais quand on parle des usages, et nous c'est bien aussi ce qu'on indique dans le rapport, c'est qu'il faut que ça se fasse dans la concertation et dans la discussion avec les agents qui travaillent au quotidien et qui sont en fait les plus à même d'identifier les bons leviers, plus que ceux que, par exemple, nous, on peut écrire dans notre rapport à une échelle macro de toutes les administrations. Voilà. Donc pour aller dans ce sens-là. Votre remarque. Vous souhaitiez rajouter un point là-dessus? Compléter, oui. Même pas rebondir, vraiment. Joanne Thomas, donc de l'ADEME. Insister sur ce que tu dis, Jason, c'est Ex-Expert-Eno, c'est ça, c'est donner la parole et le pouvoir d'agir, d'expérimenter aux conseillers de la rénovation, que ce soit public ou privé. Ce côté, je donne le pouvoir de faire, il décuple en fait les potentiels et les retours. Donc avec ce bilan, nous, les 2 saisons, si on doit en faire un, c'est ça, c'est dire les gens sont prêts à se bouger pour faire bouger les choses. Et c'est très intéressant comme retour, en fait. Oui, c'est très positif. Alors, il y a cette prise de conscience, cette année 2022, qui est quand même particulière en termes de prise de conscience autour du climat. Et justement, vous le disiez vous-même, on aura sans doute des agents qui vont là se mobiliser pour demander, enfin même peut-être s'insurger dans certains cas, si ils estiment que les bons gestes ne sont pas faits dans leur administration, leurs locaux. Comment on peut gérer ça, Ariane Epstein ? Comment on peut faire ? C'est-à-dire que ça peut venir, on dit on se tourne vers les usages, on se tourne vers les agents, mais les agents peuvent être aussi à la source, je dirais presque de revendications pour aller dire, regardez, on n'en fait pas assez dans mon administration, dans ma collectivité, pour ces gestes-là. Il faut canaliser ces bonnes volontés finalement pour pas les laisser en plan. Il faut répondre à ça. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, les choses se font à plusieurs niveaux. Il y a l'action locale. Je vais donner un exemple tout bête. Ici, là, dans ce lieu, où j'ai la chance de travailler au quotidien, on a l'éclairage
qui, pour des raisons évidentes, c'est un lieu assez grand, hein, je ne sais pas si vous avez fait le tour, il y a pas mal de pièces, etc. Pour des raisons assez évidentes d'être sûr. Pour ceux qui nous regardent, on est au 77 avenue de lieu de la Ségur, donc transformation à Paris, au publique, lieu de la transfo Pardon. publique, voilà, qui est un bâtiment qui, j'ai vu en entrant tout à l'heure, à 100 ans. Voilà, tout juste. Et donc ce lieu magnifique et assez grand qui accueille plein d'événements, etc., pour des raisons assez évidentes que la lumière soit bien éteinte le soir en partant et partout, donc pour ces raisons assez évidentes, il y a un interrupteur qui allume le matin tout l'étage et qui éteint le soir tout l'étage. En réalité, ce lieu, il est utilisé de manière très différente selon le mois de novembre ou pas, selon les semaines, selon etc. Et donc, une certaine partie du temps, tout le plateau est allumé, alors qu'on est moins de 10 à travailler dans 2 pièces. C'est pas tout le temps, mais ça arrive. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est des questions qui peut-être, il y a quelque temps, seraient complètement restées une question non soulevée, parce que ce n'est pas le sujet de l'agent qui fait son design de service dans son bureau. Mais en tant qu'usager du lieu, aujourd'hui, avec cette conscience, effectivement, on a fait remonter le problème. Et donc maintenant, il s'agit de tester comment ça marche, pour qu'on ne fasse pas non plus l'effet inverse. Il ne s'agit pas de passer d'un truc à l'autre et de dire on inverse et ça fonctionne. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? On va tester, on va regarder qu'est-ce qui marche ici pour être au mieux de l'utilisation de l'éclairage du lieu. Mais donc, il y a effectivement cette remontée, je dirais, de cette conscience de chaque agent, ce travail local, individuel et cette prise de conscience qui fait que chacun à son niveau peut agir, mais qui après, à nouveau, comme je disais tout à l'heure, peut permettre, par sédimentation, en fait, de faire bouger la manière dont on conçoit les espaces et donc de faire remonter, y compris en programmation des bâtiments, y compris en amont, de remettre finalement la question de la maîtrise d'usage en amont, dans la conception, dans la programmation des bâtiments. Donc ça, c'est aussi un grand sujet qui nous importe. Et donc, c'est aussi de faire évoluer les pratiques architecturales, les pratiques de conception, en y intégrant les usages à tous les étages. Donc nous, effectivement, on promeut ces pratiques à tous les niveaux. Donc, on travaille sur justement ces questions de maîtrise d'usage dans la programmation des bâtiments publics. On travaille sur effectivement comment les agents... on essaie de voir comment, quand il y a des bonnes initiatives portées par les agents, on cherche à les reproduire, les essaimer, celles qui sont réplicables, les partager. Et c'est vraiment ces sédimentations en fait, du général au particulier, de l'agent à l'administration, ces allers-retours incessants qu'on fait pour essayer de faire avancer les choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Oui, tout à fait. Alors, Nicolas Blondel, on nous met là sur le chat que CUBE, alors c'était climat, usage, bâtiment, enseignement. Voilà, pour l'acronyme, je ne sais pas si je le retiendrai, mais en tout cas, CUBE, c'est facile à retenir. Puisqu'on parle des usages, il y a un appel à projet sur les nouveaux espaces de travail et les projets de transformation managériale communs, donc DIE, DITP. Vous pouvez nous expliquer un peu la démarche et vous vous appuyez sur les nouveaux modes de travail des agents qui ont pas mal évolué ces derniers mois. Oui, effectivement. Alors, on appelle le projet peut-être pas complètement, non, mais au moins sur la démarche. En fait. Sur le sujet, effectivement, la priorité numéro 1 de la direction de l'immobilier d'État, c'est la transition énergétique, mais la priorité numéro 2, c'est de s'adapter aux nouveaux modes de travail, aux nouveaux usages, avec notamment le télétravail, les confinements qui ont pu avoir lieu. L'idée, c'est de pouvoir disposer des espaces plus variés dont on peut avoir besoin au cours de la journée sans forcément rester sur le bureau traditionnel comme on peut avoir même en particulier à Bercy où nous sommes implantés. C'est un sujet sur lequel la direction de l'immobilier travaille depuis déjà un certain temps. Il y avait eu un rapport sur l'immobilier public de demain qui a été publié. Nous, on a un site dédié sur le portail de l'immobilier de l'État qui est à disposition de l'ensemble des ministères avec des retours d'expérience, avec les choses qui marchent, les bonnes pratiques, les bonnes pratiques effectivement consultables. On se l'applique aussi à nous-mêmes parce qu'on est en train de rénover l'ensemble de nos espaces à Bercy.
Les espaces de la DIE. Les espaces de la DIE qui sont implantés à Bercy. Vous faites vous-même vos propres cobayes. On s'applique à nous-mêmes ce que l'on recommande aux autres, et notamment en testant on va tester aussi l'intérêt des objets. Combien d'agents la DIE pour qu'on ait un ordre d'idée? On est sur 130 postes de travail, voilà l'ordre de grandeur. Et puis effectivement, un appel à projet commun à DITP et DIE qui a été initié et qui est toujours en cours, mais qui vise non seulement pour les projets retenus à financer le mobilier, les études d'aménagement en particulier, mais aussi tout l'accompagnement au changement, parce qu'on a vraiment la conviction que c'est pas juste un projet d'aménagement, d'architecture d'intérieur dont on parle, c'est vraiment un travail à faire avec l'ensemble des équipes, avec la hiérarchie, le management intermédiaire, pour que tout le monde soit embarqué. Et voilà. Cet appel à projet est en cours, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur à la direction de l'immobilier de l'État et qu'on essaye de déployer dans tous ces aspects. Jason Sagnier, sur les nouveaux usages justement liés à l'action publique, on voit bien les agents travaillent différemment, ils vont travailler différemment encore dans les prochains mois probablement. C'est quelque chose que vous prenez en compte, vos chiffres projets, dans vos calculs, dans tout ce que vous pouvez produire comme travail sur ces sujets de transition écologique. Est-ce que ça va peser à un moment donné? C'est quelque chose que vous avez pu chiffrer, cette évolution des usages, la montée en puissance du télétravail par rapport aux administrations? C'est encore un peu frais, je dirais, pour avoir du recul? Alors, je voulais juste rebondir avant et après je réponds allez-y, exactement. C'était juste pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. L'idée que, à la fois quand on parle d'usage, on parle de comportement individuel, mais pas que individuel. Il ne faut pas justement que ce soit aussi uniquement le sujet des comportements individuels. Et surtout, bien avoir en tête que ce n'est pas uniquement des leviers de type comportemental. Et en fait, il y a bien cette idée que la prise en compte des usages, ça va avoir un impact, pas uniquement en termes de levier de sobriété, mais également, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, design du plan de transition que doit mener le volet bâtiment de l'administration publique. Dit autrement, il faut en tout cas dans un premier temps s'interroger sur les usages qu'on a aujourd'hui et qu'on est prêt à faire évoluer, pour envisager derrière la bonne transition en termes soit de rénovation de bâtiments, de construction de nouveaux bâtiments, de remplacement de systèmes de chauffage, etc., etc. Donc en fait, cette dimension usage, elle n'a pas uniquement un impact sur le volet comportemental, mais également elle a des impacts sur toute la dimension technique de la transition des bâtiments. Et donc sur la question que vous me posiez, donc tout à l'heure je parlais d'un chiffre qui finalement se faisait sur la base des éléments qu'on a nous identifiés et calculés dans ce premier rapport plan de transformation de l'administration publique. Aujourd'hui, on manque encore de certaines données pour aller plus loin, d'une part dans le diagnostic initial et derrière dans la modélisation de différents scénarios. Et donc ça, on manque de données de type technique sur les consommations par type de bâtiment, l'année de construction et de rénovation des bâtiments de l'administration, mais également... Et ça arrivera peut-être dans un deuxième temps ou pas si on arrive à créer quelque chose avant. C'est des données sur justement la capacité de transformation des usages qu'on peut escompter. Donc après, on peut faire des scénarios en disant soit on va être sur la même tendance en termes d'usage, soit on va être prêt à généraliser les leviers de sobriété et donc d'ici 2-3 ans, après la mise en œuvre des deux plans de sobriété, du plan de sobriété sur les 2 prochains hivers, peut-être que du coup nos calculs seront plus du tout la même parce qu'en fait l'assiette ou la cartographie des usages qu'on prendra en compte dans nos modèles sera complètement différente que de celle d'aujourd'hui. Il nous reste un petit quart d'heure. Ariane Epstein, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On essaie de prendre des questions, allez-y. Si vous aviez encore un point à préciser. Alors, j'en avais 2, du coup. 2, profitez-en. Je voulais rebondir sur deux choses que vous aviez dit, qui se recoupent. Je trouve que quand on parle
d'innovation, enfin de transformation, d'accompagnement au changement, notamment dans ce grand changement d'usage, ces nouveaux modes de travail, qui sont aujourd'hui en développement. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'avec l'apparition du télétravail et donc des nouveaux modes de travail, que ce soit dans le public, mais partout, plein d'effets et de changements de comportement et d'usage arrivent avec ça. On a évoqué tout à l'heure les éventuels rebonds sur les usages numériques, où on évoque, en fait, on est passé au papier, mais tout le monde a 2 écrans. Enfin, qu'est-ce qui se passe? On passe au télétravail on sait que le télétravail a des effets bénéfiques sur la réduction des transports et des mobilités, mais est-ce vraiment le cas pour tout le monde? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une personne qui finalement vient à pied ou en vélo à son travail, à qui on dit maintenant c'est 2 jours de télétravail, et que finalement ça lui implique à lui de doubler son environnement de travail, de chauffer 2 fois. C'est-à-dire que c'est toujours cette question complexe de faire attention à l'ensemble du bilan, l'ensemble de l'économie quand on pense à ces manières-là. Et donc cette question d'accompagnement au changement et de réflexion des nouveaux modes de travail s'accompagne vraiment très finement en fait de qu'est-ce qui se passe dans les surfaces de bureau, qu'est-ce qui se passe pour chaque équipe. Quels sont les modes de travail actuels pour que finalement l'évolution des modes de travail, où on se met tous ensemble finalement dans un espace ouvert et on partage une salle, toutes ces choses d'espace partagé qui permettent d'efficacement réduire les mètres carrés et donc efficacement réduire les dépenses énergétiques liées au travail, doivent être finement perçues à l'aune de ce qui se passe réellement pour chaque personne qui travaille, et globalement, afin de s'assurer que les bilans sont les bons. Et donc, tout ça, effectivement, c'est des méthodes. C'est des méthodes d'accompagnement, ce qu'on appelle l'accompagnement au changement, mais qui sont aussi des projets de conception, de concertation, de co-construction de la meilleure réponse pour cet espace de travail et la sédimenter. Et je pense que c'est important d'avoir toujours en tête qu'on a besoin d'avoir des actions macro, mais à l'aune d'enquêtes de terrain extrêmement fines et extrêmement qualitatives. Et voilà, je voulais préciser ça. Et alors, je peux me permettre encore? Bien sûr. Okay, bien après, sûr. J'adore ce micro, là, je suis contente de parler, c'est tellement, finalement. Et je voulais rebondir aussi sur... Johan, les experts rénaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de l'aller vers. Donc l'aller vers le public, l'aller vers pour déjà... être informé, connaître les éléments. Mais finalement, c'est pareil pour les agents quand on parlait de campagne. Mais finalement, il y a plusieurs étapes. Il y a l'aller vers, on en a un petit peu parlé, on a donné un exemple. Après, il y a la pédagogie, c'est-à-dire il y a le fait de comprendre des choses complexes. C'est-à-dire, moi, je vais rénover, mais je rénove quoi? Comment je m'y retrouve? Parce que c'est des sujets complexes. Donc, comment je comprends, comment je simplifie aussi ces questions pour les usagers, pour les ménages. Et le dernier, c'est comment on va au bout pour que la rénovation soit bien faite pour éviter à nouveau l'effet rebond. On pense toujours à ce thermostat mal réglé qui fait l'inverse de ce qu'il a voulu faire. Et donc pour moi, ces 3 niveaux d'impact, je sais que les experts rénaux les ont toutes relativement abordées. Et tous ces champs, tous ces volets, il y a aussi la manière dont on va payer. C'est les process aussi, les enjeux sont à chaque niveau. Et donc, c'est vraiment important de tester, peut-être à chaque endroit. Une petite expérience permet de donner des réponses sur ce qui marche le mieux pour chacune de ces étapes clés pour aller au bout, parce qu'une fois qu'on a tout rénové, mais qu'en fait, on a oublié de changer, finalement, d'isoler le sol, alors qu'on a changé les fenêtres, etc., en fait, on a tout perdu. C'est-à-dire qu'on a investi, on a mis de l'argent, on a fait tout ce qu'il fallait, et derrière, c'est toujours pareil. Donc, il faut vraiment aussi qu'on aille au bout de la question. Joanne Thomas, vous souhaitez rebondir, et puis, si vous le souhaitez, aussi Nicolas Blondel, sur ce qui vient d'être dit, et puis après, on essaiera de prendre les questions, s'il y en a. J'incite à ce qu'il y en ait quand même. Ouais, sur les 2 points, sur le premier point que tu mentionnais, Ariane, quelque part, tu as donné aussi la réponse un peu plus tôt. Comment on va vraiment vers l'efficacité en donnant l'exemple de comment vous travaillez avec la lumière sur le plateau complète. Et c'est un peu ça dans les experts et nous le choix méthodologique, c'était le design centré usager, qui va d'abord en général faire un questionnaire. Là, de temps en temps, on s'est appuyé sur des enquêtes, des fois sur des connaissances terrain. C'est vrai qu'on va chercher l'information.
Et après, on itère en proposant des solutions, mais pas solution définitive et efficace. Au premier coup, on ne l'aura pas. Donc c'est vrai, on doit, tu dis sédimenter, on dit itérer, mais c'est toujours pareil. C'est aller vers la bonne solution. Donc c'est une méthodologie particulière qui accompagne et qui va aider au changement et à trouver des solutions efficaces. Sur ta deuxième remarque, sur ces différentes étapes, presque de l'information, on l'a tous l'information finalement, mais est-ce qu'on l'a bien, est-ce qu'on la comprend bien? Et la première étape de est-ce que je peux rénover chez moi, comment faire, et évidemment comment la financer, et la dernière étape, comment j'utilise mon logement bien rénové. À chaque fois, c'est des complexités. Alors effectivement, quand on est dedans, on se dit bah non, c'est un chemin plutôt propre et facile, mais non, c'est pas du tout ça. Et c'est vrai que on n'a pas le temps de développer tous les projets, mais à chaque fois sur le financement, pareil, on en a parlé en aparté. C'était une expérience, un projet de la saison 1 où c'était l'artisan qui apportait le tiers financement, qui préfinançait. Donc c'est vrai que ça c'est une solution, pourquoi pas envisageable, et voir comment ça s'est passé, s'ils ont eu des bons résultats et si on peut essaimer à partir de ce résultat-là. Sur les usages, on en a beaucoup aussi. Le thermostat, il est revenu plusieurs fois dans la discussion. Là aussi, accompagné avec un guide papier ou une formation en ligne, où on a un expert Eno qui répondait aux gens sur Facebook, par exemple. Où sont les gens? Ils sont sur Facebook. Et on va leur répondre plutôt que quand ils viennent à mon point Info Énergie ou à mon atelier. Donc voilà, c'est vraiment à chaque fois des petites solutions. Et l'idée, en tout cas, de notre projet, c'est de voir comment on les amène vers plus d'efficacité. Et surtout, la nouvelle phase, alors il n'y aura peut-être pas d'Expert Eno saison 3, mais ce qu'on va faire sur ces 2 premières saisons, c'est comment on va essaimer, comment on va aller vers d'autres territoires qui peuvent s'inspirer des solutions qu'on a testées dans ces premiers sujets. Je ne sais pas si je répondis, mais... Nicolas Blondel, vous souhaitiez peut-être dire un mot, puis Peut-être juste sur la co-construction, on est complètement en phase, effectivement, et notamment sur le réaménagement de nos locaux, on a vraiment, c'était pas quelque chose qui a été imposé aux agents, on a fait des questionnaires, on a fait des ateliers de co-construction, même avec des maquettes d'imprimantes 3D pour tester différentes configurations. Voilà, c'est pas quelque chose qui venait de l'extérieur, c'est vraiment, c'est quoi les besoins, c'est quoi les espaces dont on peut avoir besoin aux différents moments de la journée, et on a des métiers très différents à la direction de l'immobilier de l'État, et du coup, on a des designs qui sont très différents en fonction des besoins des uns et des autres. Donc, tout à fait en ligne. Alors, est-ce qu'à ce stade, puisque il nous reste quelques minutes, est-ce qu'il y aurait des questions ici? On est donc en direct, je rappelle, du lieu de la transfo publique, et il y a du public. Donc, au fond, présentez-vous et posez votre question. Un micro va venir à vous. Bonjour, Guéric Jacquet, EY. J'avais une question pour la DIE. Pendant la crise du Covid et grâce au plan de relance, un très grand programme de rénovation énergétique des bâtiments a été lancé. Il y a eu d'énormes investissements qui ont été réalisés. Est-ce que vous avez déjà un retour d'expérience sur les travaux qui ont pu être lancés à cette occasion, s'il y a déjà des impacts sur les factures énergétiques, ou si les travaux en fait sont plutôt prévus pour les prochaines années? Nicolas Blondel. Oui, merci. Donc, vous parlez de la rénovation des bâtiments publics de l'État dans le cadre du plan de relance. Donc, il y a eu 2,7 milliards, il y a eu un peu plus de 4000 projets qui ont été identifiés, avec un challenge qui était, dans le cadre de la relance, de notifier l'ensemble des marchés en une année, avant le 31 décembre 2021. On a pu notifier près de 17 000 marchés et engager plus de 2,5 milliards en une année, ce qui est assez remarquable pour les services immobiliers des différents ministères. Voilà, tout le monde a été vraiment sous tension. Aujourd'hui, on a près de 55% des projets qui sont déjà achevés. On a je crois qu'il y a un tiers de l'enveloppe qui a été déjà payé, plus de 800 millions sur les 2,7 milliards. Et sur le gain qu'on estime à environ 600 gigawattheures d'économisés par an à l'issue des travaux, on est déjà à, je crois, près de 130 gigawattheures. Quand on regarde les projets qui ont achevé leurs travaux, l'estimation associée, c'est de l'ordre de 130 gigawattheures. Donc, effectivement, aujourd'hui, des travaux vont se poursuivre jusqu'à 2023 et pour certains 2024, mais la mesure a vraiment bien prise et les travaux avancent avec la cadence prévue.
Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors sur le chat, il y a un certain nombre de réflexions. Comment la communication interministérielle, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en direction des agents concernés, des agents concernant la sobriété énergétique et les éco-gestes évoqués précédemment, va-t-elle se dérouler concrètement ? Donc c'est ce qu'on disait, communiquer vers les agents pour bien expliquer ces démarches-là, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que sur pas mal d'agents, la communication elle est essentiellement autour, par voie de presse ou autre. Enfin, c'est des informations qui sont parfois un peu disparates et il n'y a pas encore de communication clairement menée autour de ces gestes-là à la veille de l'hiver. Voilà. Les outils numériques de soutien à l'intelligence collective me semblent très perfectibles, nous dit Jean-Jacques Urbain-Galindo. À quand un projet concret utile au service de tous ? Autre remarque. A-t-on une idée du bilan énergétique du télétravail ? Je ne crois pas encore, mais voilà, ça serait intéressant. Et donc la question, c'était les bureaux sont moins chauffés, mais les domiciles plus. Voilà, on rejoint un peu une discussion qu'il y a eu il y a quelques temps, lorsqu'il avait été un moment envisagé de dire, écoutez, si on a des problèmes, peut-être qu'on mettra plus de gens en télétravail. Pour éviter de moins chauffer les bureaux. Enfin, sauf qu'effectivement, on se chauffe en principe aussi à la maison. Je regarde s'il y a autre chose. Dans la salle, toujours rien ? Non ? N'hésitez pas à poser des questions si vous pouvez. Il nous reste quelques minutes. Il y a une question pour Jason Sagnier donc, sur le chat. Donc, vous énonciez au début de la conférence que l'intensification des usages peut être un levier d'action. Avez-vous pu développer une méthode pour calculer le taux d'usage d'un bâtiment permettant de définir sa potentielle intensification ? La question, si vous le pouvez. La question, c'est si on a développé une méthode. Voilà. En gros, si vous avez développé une méthode pour calculer le taux d'usage d'un bâtiment permettant de définir sa potentielle intensification. Non, il n'y a pas de méthode spécifique. L'idée, c'est... Aujourd'hui, le constat, c'est que le taux d'occupation du patrimoine bâti de l'administration publique, où le nombre de mètres carrés par agent est quand même supérieur à une moyenne, je veux pas dire d'ânerie, mais en tout cas, il y a un potentiel d'optimisation des tailles. Là, on est sur des choses très spécifiques en fonction de chaque bâtiment pour savoir comment on peut justement réaménager à la fois en fonction des usages, en fonction du nombre d'individus, en fonction des activités qui sont réalisées. Et après, l'idée, c'est que il y a surtout deux façons d'optimiser. Soit on ramène plus de personnes d'une même administration au sein d'un même bâtiment, ou soit on utilise ce bâtiment-là et on utilise une partie de ce bâtiment-là pour soit le mettre à disposition d'une organisation externe. Et à ce moment-là, ça sort complètement de la comptabilité, en tout cas des émissions de l'administration publique. Voilà. Merci Jason Sagnier. Un mot de conclusion, Ariane Epstein, puisqu'on arrive au bout de notre débat. Oui, merci à tous. Merci pour vos interventions. C'est très, très riche. J'espère que tout le monde était à l'écoute, aussi intéressé en tout cas que moi je l'étais. C'est vrai que j'ai entendu une phrase, alors je suis désolée, je ne sais plus qui l'a dit, mais peut-être... Jason, éviter que le plan de sobriété énergétique ne se passe dans l'inconfort. Je trouve ça intéressant parce qu'on a en tête cette idée que 1 degré en moins, c'est inconfortable. Mais là, on parle de l'inconfort finalement relationnel, de l'inconfort humain. En fait, on est beaucoup plus apte à subir de l'inconfort physique, qu'on peut qualifier comme ça, si finalement on le fait en toute bonne volonté, en toute conscience, et que c'est un choix de notre part. Et donc je trouve que ce jeu de mots sur l'inconfort et résume bien nos enjeux et la volonté de lever toute forme d'inconfort dans cette prise en compte fine et méthodologique en fait des usages, parce qu'on a quand même des méthodes pour ça. Et je veux juste redire que c'est vrai que c'est vraiment notre rôle à la DITP de recueillir tous les exemples, les initiatives
d'agents ou sur le territoire qui fonctionnent et qui servent vraiment à capitaliser. Mais on se doit aussi d'évaluer vraiment jusqu'au bout, de voir les vrais retours d'expérience pour pas juste dire on a testé ça, c'est super, on recommence. Il faut vraiment aller au bout de ce mouvement pour pouvoir essaimer, diffuser, répéter. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui est indispensable pour pas passer à côté de la cible. Et cette notion de faire dialoguer en fait les échelles locales, nationales, territoriales, nous on pense que c'est comme ça que ces méthodes et ces résultats ne sont plus des sommes isolées, mais bien une dynamique collective qui est lancée, qui va aller plus loin pour atteindre l'impact et la sobriété attendue, parce que c'est vraiment celle... Merci Anne Epstein, merci Jason Sagné, merci Nicolas Blondel et merci Johan Thomas d'avoir fait partager votre expérience, vos réflexions. Retour dans un instant sur Acteurs Publics TV en direct du lieu de la Transfo publique pour notre deuxième débat. Restez avec nous autour de la transition écologique et de l'innovation publique. On va voir comment mobiliser les collectifs, les individus en faveur de la transition écologique. On va parler des enseignements des sciences comportementales, notamment avec Stéphane Giraud, le monsieur sciences comportementales de la DITP. A tout de suite.